أخواتنا فوق كل اعتبار، هي الأصل والفصل وهي القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. أولا باسم إدارة جمعية يدا بيد نرحب بالسيد الوزير محمد فاروق الشيخ الذي دائما يلبي دعوة جمعية يدا بيد، وهو عضو جمعية يدا بيد ومن الأطر الذين يستجيبون لدعوة جمعية يدا بيد. إذا نرحب به وجزاه الله خيرا. Au nom du staff de l'association Main dans la Main, nous souhaitons la bienvenue au ministre Mohamed Farouk Cheikh, qui répond chaque fois présent quand l'association Main dans la Main l'invite. Donc nous remercions Monsieur le ministre de sa présence. المحاضرة التي سيلقيها سيد الوزير هي أصلا باللغة الفرنسية، وبإذن الله سيعطينا المادة جوهر المادة باللغة العربية. Je disais donc que la conférence que M. le ministre va nous animer sera en langue française et il donnera un résumé de l'essentiel en langue arabe, Inch'Allah. La conférence entre dans le cadre du deuxième colloque de fraternité qu'organise l'association Main dans la Main. Le thème de la conférence, c'est la cohabitation, piliers et menaces. L'association Main dans la Main œuvre dans la fraternisation entre les communautés mauritaniennes. Donc la cohabitation est une des choses les plus importantes dans laquelle les Mauritaniens, tous les Mauritaniens doivent œuvrer. Comme c'est représentatif dans la salle, chacun d'entre nous doit à son niveau œuvrer pour la cohabitation entre toutes les communautés mauritaniennes. Et ce que nous souhaitons, c'est que M. le ministre, en 30 minutes, va nous présenter une matière et l'essentiel, c'est ce que nous allons débattre avec lui. C'est-à-dire, ce n'est pas des leçons qu'on donne, c'est un débat, c'est une conférence débat. Il va nous donner des pistes et la parole vous reviendra pour vos interventions et vos questions pour qu'il y ait débat. Donc sans plus tarder, nous allons appeler Abdelrahman Djeng qui va nous lire quelques passages du Coran avant de donner la parole au ministre. إذن قلت المحاضرة ستكون باللغة الفرنسية. سنعطي للوزير 30 دقيقة وبعد ذلك سيعطينا ملخص المحاضرة باللغة العربية، والمعول عليه مداخلاتكم وإشكالاتكم، لأنه هي المطلوب منه أساسا هو الحوار. نطلب من عبد الرحمن جنگ يتلو لنا آيات في بداية هذا الحوار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Imam Abdallah Issa, le secrétaire général de l'association Main dans la Main, pour cette invitation. Je dirais que c'est un devoir pour moi, chaque fois que je suis sollicité par Main dans la Main, de répondre présent. Je suis d'autant plus heureux que je parle à des Mauritaniens que je vois dans la salle. Je vois vraiment une salle représentative des différentes composantes de la société mauritanienne. Je suis d'autant plus heureux aussi
que cette conférence se situe dans le Musée national, qui est le gardien du patrimoine culturel et l'histoire de ce pays. Donc, encore une fois, je remercie l'association Main dans la main pour le choix, et surtout des sujets, des thèmes, puisqu'il me semble que les thèmes qui sont choisis, c'est des thèmes fédérateurs, donc qui contribuent à la sensibilisation autour de l'unité nationale et la cohésion sociale dans ce pays. Donc, la conférence qui m'a été demandée est sous le thème la cohabitation, les piliers et les menaces. Comme c'est en français, je voudrais d'abord commencer par l'étymologie de ce mot cohabiter, cohabitation. Ceux qui connaissent le français savent qu'il est formé de deux parties, donc le préfixe co et habiter. Donc co, qui est un préfixe d'origine latine, veut dire avec, et habiter, c'est habiter avec quelqu'un, soit dans une chambre, soit dans un espace géographique déterminé. C'est pourquoi on dit des épouses cohabitent, c'est-à-dire cohabitation des épouses, donc qui partagent la même chambre, ou des gens qui cohabitent tout simplement, qui habitent dans un quartier ou dans une ville. Bien sûr, tout récemment, on a introduit une autre signification de cohabiter ou cohabitation, c'est surtout sur le plan politique. Je crois qu'avec le gouvernement français, chaque fois qu'il y a, par exemple, une majorité parlementaire de gauche et un président de droite, on parle de cohabitation. Mais ce qui est essentiel et ce qui est à retenir, c'est qu'en général, quand on parle de cohabitation, c'est une coexistence pacifique. Donc, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de... Et donc, en principe, tout doit se passer dans l'harmonie et dans la bonne humeur, même si parfois c'est difficile à réaliser. Donc, je dirais que je commencerai d'abord, au niveau du plan de mon intervention, je crois que ça va s'articuler autour de trois axes. Le premier axe, c'est les piliers, c'est-à-dire les fondements de l'unité nationale en Mauritanie, donc c'est lesquels on peut fonder l'unité nationale. Deuxième axe, c'est les menaces. Et troisième axe, c'est quelques pistes de solutions. Puisque si vraiment on parle de menaces, etc., et qu'il n'y a pas de pistes de solutions, je crois que notre débat n'aura servi à rien. En tout cas, c'est ça le plan de mon intervention. S'agissant des piliers, je dirais que le premier pilier, c'est vraiment l'islam. Nous avons la chance en Mauritanie d'être tous musulmans. Ça, je trouve que c'est vraiment un atout majeur. L'islam, donc, et pas uniquement nous sommes tous musulmans, mais nous avons aussi les mêmes rites. Vous savez qu'il y a les 4 rites, Malikite, Hanafite, Hanbalite, etc., Shafi'ite, et nous avons tous les mêmes rites. Ça aussi, c'est extrêmement important. Heureusement, nous sommes tous des sunnites. Il n'y a pas de... même si de plus en plus on parle de chiites, en tout cas, ça doit être vraiment une infime minorité. Donc la majorité des Mauritaniens, c'est vraiment des sunnites. Ça, c'est vraiment au niveau de la sunna, de ce qu'on dit war, mais aussi de ce qui est le batan, c'est-à-dire ce qui est, si vous voulez, mystique. Quand on parle des confréries, je crois que les Mauritaniens aussi sont partagés entre les confréries, les grandes confréries de Qadiriyya, de Tijaniyya. Je crois que la plupart des Mauritaniens aussi sont rattachés à ces confréries. Et même au-delà de nos frontières. Parce que je vois que beaucoup de Mauritaniens vont au Sénégal quand il s'agit de la naissance du prophète à Kaolack. D'autres aussi vont à Touba quand il s'agit, par exemple, de la fête organisée, le Magal de Mourid. Je vois aussi que les Sénégalais, des Maliens franchissent les frontières donc pour célébrer les mêmes fêtes religieuses en Mauritanie. Donc réellement, il y a véritablement une osmose entre les Mauritaniens sur le plan religieux. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de friction sur le plan religieux entre les différentes communautés. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement louable. Donc pendant toute la période précoloniale et la période coloniale, les Mauritaniens ont toujours vécu, en tout cas dans la paix.
je ne dirais pas l'harmonie totale, puisque l'harmonie totale n'existe pas, même au sein des familles. Il se peut qu'il y ait des petites frictions, qu'il y ait des petites choses par-ci, par-là, mais l'histoire n'a jamais retenu vraiment de bagarres sanglantes ou de conflits meurtriers entre les Maures, les Pulaars, les Soninké, les Wolofs. Je crois que une fois j'ai entendu mon frère ami Mamadou Racine, j'aurais voulu qu'il soit là à mes côtés puisque nous partageons beaucoup de choses ensemble. Donc une fois je l'ai entendu dire qu'il se peut qu'une communauté de Pulaars ou de Soninké appuie une tribu pour combattre une autre tribu, mais il n'a jamais été question que, par exemple, un village Al-Pulaar ou Soninké fasse la guerre à une tribu ou l'inverse. Donc ça, c'est extrêmement important. Même si le colonisateur a tout fait pour diviser les Mauritaniens, puisque le mode d'administration n'était pas le même, même sur le plan éducatif, vous retenez que dans les pays morts, donc les habitants dont la langue maternelle est l'arabe, donc il a introduit les médarsas. Donc vous avez les médarsas de Boutilimite, les médarsas d'Attar, la médarsa de Kifa, et même lorsque même Timbedra était du côté du Soudan, il avait la médarsa de Timbedra. Alors qu'au niveau de la vallée, il y avait surtout les écoles de village et les écoles régionales de Kaïdi et de Bogué. Pour dire que déjà, le colonisateur a voulu vraiment faire une ligne de démarcation entre les différentes communautés et surtout sur le plan ethnique. Même au niveau du mode d'administration, c'était différent. Vous savez qu'au niveau de la vallée, il y avait les chefs de canton, alors que dans les pays morts, il n'y en a pas. Même le mode d'imposition, les impôts, n'étaient pas identiques, n'étaient pas les mêmes. Donc malgré tout ça, avec les premiers soubresauts de l'indépendance et au lendemain de l'indépendance, je crois que les Mauritaniens se sont retrouvés pour fonder un État. Et c'est ça le plus important, et ça c'est à mon avis le deuxième pilier. C'est la volonté des Mauritaniens de construire un État. Et je donnerai ici un exemple, puisque on a célébré il y a quelques jours le 57e anniversaire du congrès d'Alep, qui s'est tenu en 1958, et à l'époque, on n'était pas encore indépendant, et beaucoup donc les participants à ce congrès, dont je citerai par exemple l'Union progressiste mauritanienne, l'IPM, l'Entente mauritanienne, l'Association de la jeunesse mauritanienne, l'Union des originaires de la Mauritanie du Sud. Donc tous ces partis se sont entendus pour construire ce qui va advenir après, ce qui va s'appeler ce qui va être un pays indépendant qui est la Mauritanie. Donc déjà, ce congrès a été le précurseur de la fondation de l'État mauritanien. Donc au lendemain de l'indépendance, le président Mokhtar Ould Daddah a voulu après réunifier les Mauritaniens, et tous les Mauritaniens ont adhéré à un parti unique. C'était la mode à l'époque, ce n'était pas propre à la Mauritanie. Partout au Mali, en Guinée, dans tous les pays d'Afrique, donc il n'y avait généralement qu'un parti unique. Et donc le peuple mauritanien à l'époque avait regroupé toutes les sensibilités, toutes les composantes de ce pays. Et à côté de Mokhtar Ould Daddah, on s'est rappelé des noms qui appartenaient à toutes les composantes du pays, à toutes les wilayas. Je citerai des exemples. Au nord, par exemple, on a Hamdi Ould Mouknas, on a Datar Aïba Ould Hamoudi, on a au niveau de Chinguitti Ahmed Ould Mohamed Saleh, on a au niveau de la vallée Saleh Abdelaziz, on a Sidi Mohamed Djagana, on a Wan Biran Mamadou, on a Alhamdulillah Barou Abdallah qui vit encore. Au centre, Tagan, Ma'loum Ould Braham, j'en passe. Au niveau de l'Est, Ahmedou, Cheikh Ould Mohamed Laqaf. Au niveau du Trarza, Suleiman ou le Cheikh Sidia. Donc il y avait beaucoup de noms, beaucoup de personnalités qui entouraient Mokhtar Ould Daddah et qui ont ensemble construit l'État mauritanien
pour ne pas dire la nation mauritanienne, puisque le président Mokhtar Ould Daddah donc appelé de tous ses voeux la création de la nation mauritanienne. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps et que des problèmes malheureusement donc se sont posés et ont brisé ses rêves. Le troisième pilier, à mon avis, c'est une armée nationale. Donc au lendemain de l'indépendance, donc l'État mauritanien a créé l'armée nationale. Et c'est une armée qui recrute dans toutes les composantes. Vous savez qu'au niveau de l'armée, on ne parle pas de celui-là, il est poulard, celui-là il est soninké. Même les noms, ceux qui sont militaires ou connaissent le règlement militaire le savent. Dès que vous êtes incorporé, on vous rase le crâne et on vous donne un matricule pour dire votre famille, votre ethnie, tout ça, oubliez-le. Ici, c'est l'armée, ça appartient donc à l'État mauritanien. Et vous vous souvenez de la guerre avec le Polisario, la guerre au Sahara, où beaucoup de fils de ces pays sont tombés sur le champ d'honneur, qu'ils soient polars, soninké, wolof ou morts, et tout le monde saluait leur mémoire dans la même ferveur, dans le même respect, puisqu'ils défendent l'intégrité territoriale de la Mauritanie. Quatrième pilier, je dirais, c'est l'école républicaine. En tout cas, les premières années de l'indépendance ont vu une école vraiment républicaine. Et je trouve que sans cette école républicaine, beaucoup de Mauritaniens n'auraient pas pu être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ceux qui ont occupé de postes prestigieux dans ces pays. Et moi qui vous parle, je sais que s'il n'y avait pas cette école républicaine, je n'aurais jamais pu faire mes études, puisque avec les internats, avec toutes les facilités qu'on donnait, donc ça a permis à beaucoup de Mauritaniens, toutes ethnies confondues, toutes régions confondues, d'apprendre et après d'occuper de postes. Je me souviens à l'époque, lorsqu'on était au lycée national, au début des années 70, personne ne connaissait la tribu de l'autre. Et personne ne pouvait dire, toi, tu es de quelle ethnie et de telle chose. On était tous frères, on était tous amis, et c'est ce qu'on partageait en commun, et c'est ça qui était l'essentiel. Donc cette école républicaine, à mon avis, ça a été aussi un puissant creuset dans lequel donc, beaucoup de Mauritaniens, en tout cas de fils de ces pays, ont pu apprendre et ont pu acquérir des valeurs nationales. Comme vous le savez, à l'époque, grâce à une politique sage de Mokhtar Ould Daddah, je crois que tout le monde se retrouvait dans cette Mauritanie. Quand on parle de la diplomatie, le slogan cher à Mokhtar Ould Daddah, c'était dire que la Mauritanie était un trait d'union entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique au nord du Sahara. C'est pourquoi à l'époque, tout le monde savait le soutien qu'apportait la Mauritanie au mouvement de libération en Afrique du Sud, en Rhodésie. Donc ils avaient leur représentation en Nouakchott et partout, dans toutes les tribunes, Mokhtar Ould Daddah soutenait ce mouvement de libération, sans parler aussi des causes arabes, quand il s'agit de la Palestine ou quand il s'agit de la guerre des 6 jours, la guerre de 67, entre l'Égypte et la Mauritanie. Donc la Mauritanie, à l'époque, jouait ce rôle d'appartenance à la fois à l'Afrique blanche et à l'Afrique noire, et même l'appartenance à certaines organisations sous-régionales comme l'OMVS, comme la CEDEAO. Donc, comme je le disais, donc, cette diplomatie, cette politique, donc, était vraiment une politique équilibrée et qui répond vraiment à la vocation, je dirais, de la Mauritanie. Je crois que celui qui jette un coup d'œil sur la société mauritanienne ne peut qu'être frappé par les similitudes, même au niveau de l'organisation sociale. Vous savez que dans toutes les composantes, l'organisation sociale est presque la même. Et c'est compréhensible, puisque c'est hérité du mode de vie qu'avaient nos ancêtres. Puisque comme on vivait en brousse, soit on s'adonnait à l'agriculture ou à l'élevage, donc toutes les composantes avaient
la même organisation sociale. Ce n'était pas malheureusement une organisation sociale égalitaire, puisque tout ça s'est hérité donc d'une situation donnée, et malheureusement donc il y avait toute une pyramide où il y a des échelons, des gens qui étaient soi-disant nobles, donc de grandes familles, et certains qui étaient au bas de l'échelle. Et ça se retrouve partout, que ce soit chez les Maures, que ce soit chez les Halpola, les Soninké, c'est presque la même organisation sociale. D'autres ressemblances aussi au niveau vestimentaire, même si parfois il y a des petites différences, mais généralement les gens portent presque le même accoutrement, en tout cas le boubou. Je dirais que sur le plan musical, il y a aussi de très fortes interférences. Moi, parfois, j'ai du mal quand j'entends la tidinite, chez Amor, ou les mêmes instruments joués par un griot Halpola. Donc, pour dire que vraiment, il y a beaucoup de choses que nous partageons ensemble. Moi, j'ai souvent, même au-delà de la Mauritanie, moi, quand je visite le Sénégal, je visite le Mali, le Niger, je suis frappé par le sentiment que j'ai de non-dépaysement. Je dirais que même il y a presque aujourd'hui une civilisation du Sahel, parce que nous partageons beaucoup de choses ensemble, les mêmes presque plats, les mêmes thés qu'on sirote à longueur de journée. Donc j'avoue qu'il y a beaucoup de choses communes que nous partageons. Malheureusement, ce tableau idyllique, entre guillemets, ou en tout cas ce tableau rose, ne doit pas faire oublier que tout au long de l'histoire de la Mauritanie, il y a quand même eu des couacs, il y a eu quand même des frictions. Et je citerai quelques exemples. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, mais c'est pour rappeler quelques épisodes de notre histoire douloureuse. Ça, c'est des événements douloureux, et il faut les rappeler, il ne faut pas avoir peur d'eux, pour que ces faits ne se reproduisent plus. C'est ça le plus important. Ça, c'est l'histoire, c'est des choses qui sont passées. Il faut en parler pour que, à l'avenir, ces événements ne se reproduisent plus. Mais l'histoire est comme ça, c'est les événements du passé, et je crois que ce serait utile quand même d'en parler. Je crois que le premier quoi qui a eu lieu, c'est sur le plan culturel, et malheureusement ça laisse poser, c'est en 1966, donc suite à l'introduction de l'arabe au niveau du secondaire, que donc il y a eu donc le rejet de cette introduction de l'arabe au niveau du secondaire par les élèves négro-mauritaniens, et donc il y a eu, comme vous le savez, le célèbre manifeste des 19, donc qui posait le problème culturel, le problème des langues, mais au-delà même le problème de la cohabitation entre les pays, la distribution des richesses, etc. Donc ça, c'était vraiment la première alerte. Donc les événements de 1966, et malheureusement, ces événements avaient un caractère ethnique. Mais c'était quand même un phénomène qui a été vite donc circonscrit. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier événement de 1966. Ensuite, il y a eu presque 20 ans après, donc en 1986, il y a eu le manifeste des négro-mauritaniens opprimés. Et donc ce manifeste pose aussi le problème de la cohabitation entre les différentes composantes du pays. Donc le problème bien sûr culturel, mais le problème aussi socio-économique. Et comme vous le savez, après donc, le manifeste de Négro, donc après la diffusion de ce manifeste, donc les auteurs, ou en tout cas les principaux auteurs, ont été emprisonnés à Oualata, et malheureusement, certains parmi eux vont trouver la mort dans cette prison. Juste après, en 1987, il y a eu un mouvement, ou en tout cas un présumé coup d'État, qui a été fomenté par des militaires et des officiers négro-mauritaniens, principalement des Halpolaren, et malheureusement aussi, donc ces officiers, en 1987, ont été passés par les armes. En 1989, comme vous le savez, à la suite des incidents que tout le monde connaît,
Donc il y a eu les événements de